Monsieur le ministre, pour la parole. J'ai trois petites préoccupations. Les deux premières s'adressent au ministre du Commerce extérieur. Je note que les volumes de nos importations sont aujourd'hui importants et vous dites qu'il y a des produits porteurs de croissance. Mais en attendant la promotion de la migration vers les secteurs agricoles, quelle politique commerciale la RDC devrait-elle mettre en place pour maximiser les bénéfices actuels du commerce extérieur? Vous avez parlé de questions d'actualité justement. J'ai une question pour vous. Vous avez exercé pendant longtemps la fonction de gouverneur du Nord Kivu sous le régime précédent. Vous avez personnellement vécu la guerre menée contre la République par les M23, la guerre qui perdure encore aujourd'hui. Quelle lecture faites-vous à la présence de l'ancien président de la République dans la ville de Goma qui demeure les bastions actuels de la rébellion, une rébellion que celui-ci avait lui-même combattue en son temps? Monsieur le porte-parole du gouvernement, permettez-moi de vous poser aussi une simple question, une petite question d'actualité. Parmi les propositions formulées par l'ancien président dans son message figure celle de mettre fin à ce qu'il qualifie lui-même de tyrannie. Comment le gouvernement réagit-il à cet appel qui semble à la limite de la rupture institutionnelle? Bon, écoutez, ce soir, nous sommes venus parler du commerce extérieur. Je pense que ce qu'il faut savoir de manière générale, c'est que nous sommes depuis 2 ans engagés dans un front contre le Rwanda. Il ne faut vraiment pas se perdre de vue que l'ennemi avec lequel nous sommes actuellement en train de discuter, notamment à Washington, pour trouver des solutions, c'est le Rwanda. Et il est hors de question de penser qu'on peut nous laisser distraire pour prêter les flancs à ceux qui ont un rôle secondaire au Rwanda. Ça, c'est un principe qu'il ne faut pas oublier. Et donc, on n'a pas ici besoin de vouloir congoliser, entre guillemets, un problème qui est d'origine extérieure et qui a été mentionné tout à l'heure par le collègue Julien Paluku. Et donc, nous, l'attention, nous l'accordons plutôt à ce niveau-là pour que nous ne puissions pas nous perdre. J'avais dit il y a quelques jours que le président honoraire était un homme du passé. Justement, lorsque vous rappelez, vous posez par exemple la question sur mettre fin à la tyrannie, dites-moi, cher Pichu Mulumba, nous sommes dans un contexte démocratique où lui et son parti avaient fait le choix de ne pas participer aux élections. Lorsque vous venez de dire que vous allez mettre fin à la tyrannie, vous y mettrez fin de quelle manière? Il faut dire aux compatriotes qui sont à Goma aujourd'hui ou qui sont dans les autres partis sous occupation, les messages qui leur est destiné, c'était « apprêtez-vous, on va faire la guerre ». Il ne faut pas se cacher. Et donc, lorsque j'ai dit que c'est l'homme du passé, c'est justement ces passés-là dont les Congolais n'ont plus besoin. Les passés de la guerre, les passés de la compromission de nos minerais, notamment avec le Rwanda, les passés de la corruption, les passés de la concussion. Nous avons déjà largement dit non à cela et aujourd'hui je pense que nous tous, nous devons nous focaliser derrière le président de la République sur comment nous terminons la guerre avec les Rwandais et tous ces supplétifs sont traités à un niveau plus bas. Et donc ici, je tiens à insister que cela soit bien clair. Nous n'avons que peu de temps à consacrer à des gesticulations qui veulent nous ramener dans un passé que nous devons absolument oublier. Voilà le petit commentaire que je voulais faire. Monsieur le ministre, désolé que c'est un sujet d'actualité qui revient. Et surtout, lorsque vous êtes invité, ancien gouverneur du Nord Kivu, 12 ans, vous avez évidemment beaucoup de souvenirs de toutes ces aventures récurrentes CNDP M23. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme réponse à cette préoccupation de Pichu Mulumba? Merci beaucoup. Je m'attendais certainement à une telle question, même si on est dans le commerce extérieur. Mais vous avez commencé par nous indiquer la politique commerciale que nous avons par rapport à tout ce que j'ai dit, démontré tout à l'heure. En fait, c'est 4 éléments importants. Le premier élément, je l'ai évoqué, c'est la diversification de notre économie, c'est-à-dire ne pas nous baser uniquement que sur le secteur minier, mais permettre que le secteur agricole devienne le levier important de la croissance économique. Et j'ai démontré que si on se tourne vers l'agriculture, en complément au secteur minier, en tout cas,
la RDC peut se relever dans très peu de temps. Et j'ai donné l'exemple des emplois que procure un hectare et du nombre d'hectares que la RDC dispose pour les multiplier par le nombre d'emplois et tout de suite avoir suffisamment de gens qui ne vont plus se retrouver dans la rue ici à Kinshasa. Le deuxième pilier de la politique commerciale, c'est en fait l'amélioration du climat des affaires. Parce qu'en fait, lorsque vous voyez dans d'autres pays, même les exportations, on a fait une étude pour montrer que exporter un conteneur de la RDC vers l'extérieur vous prend 200 heures. 200 heures. Tandis que la moyenne dans la région est de 50 heures pour exporter un conteneur. Vous voyez déjà que si un opérateur économique pense qu'il va dépenser 200 heures pour exporter ce conteneur et qu'ailleurs il lui faut seulement 50 heures, il va choisir d'aller s'installer dans ces pays-là. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez beaucoup d'opérateurs économiques se délocaliser de la RDC pour aller habiter les pays voisins parce qu'ils estiment que là, le climat des affaires est bon. Donc c'est un pilier important de notre politique commerciale. Le troisième pilier, en fait, c'est la promotion des exportations pour ne pas subir seulement le coût des importations. Parce que depuis 2019, on a fait les statistiques de nos importations. On était à 7 milliards d'importations chaque année. Aujourd'hui, on est près de 20 milliards d'importations. Alors pour ceux qui ont le langage économique, quand les importations sont supérieures aux exportations, eh bien votre balance commerciale est en déséquilibre. Et donc ça a un impact sur même votre économie. Et donc parmi les éléments qui font notre politique commerciale, c'est d'accroître les exportations. Parce que qui dit exportation, dit rentrée de devises. Et donc, lorsque nous allons accroître les volumes de nos exportations, ça va permettre au pays de gagner suffisamment en devises. Et le quatrième pilier de notre politique commerciale, c'est l'intégration économique. C'est-à-dire, nous avons beaucoup d'organisations, comme la SADC, comme la CEAC, comme l'EAC, et maintenant à la tête desquelles nous avons l'Organisation mondiale du commerce, nous avons la CNUSED, qui est cette conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Nous avons les centres du commerce international que nous avons vus à Genève. Et donc, tous ces éléments-là, nous en avons fait une politique de la RDC pour que nous ne soyons plus absents dans ces structures-là, parce que ce sont ces structures qui accompagnent tous les pays qui ont réussi en commerce international. Quand vous voyez les gens formés, quand vous voyez comment des pays ont gagné les marchés, soit chinois, soit américains, soit européens, c'est parce qu'ils ont été formés par l'Organisation mondiale du commerce. Et donc l'absence de la RDC dans ces structures-là nous a préjudiciés et ça fait que nos producteurs locaux ne savent pas effectivement capter tous ces marchés. Maintenant, revenons à la question sur la présence du président honoraire à Goma. Je me pose la question si je dois parler à l'affirmatif ou au conditionnel. Parce que je connais les fils de Mzee, je connais l'ancien président pour avoir travaillé avec lui. Je suis en train de me poser la question si c'est une silhouette qu'on aurait aperçue à Goma ou alors c'est la même personne que je connais. Parce qu'en fait, la personne que je connais n'aurait pas dû se retrouver à Goma. Au regard de toute la lutte qu'il a menée, parce que j'en suis témoin. Dans les 30 ans d'instabilité de la RDC, il a quand même 18 ans dans lesquels il a subi en fait la pression rwandaise. Quand vous prenez la guerre qui a éclaté le 2 août, j'étais à Goma, 1998. Quand vous prenez la guerre de Mutebousi en 2004, quand il a pris la ville de Bukavu. Quand vous prenez la guerre du CNDP entre 2006 et 2007, là je suis gouverneur en 2007, et la manière dont nous avons affronté cette guerre-là, le 29 octobre 2008, Laurent Kunda voulait prendre la ville de Goma, et le président de la République de l'époque m'appelle à la résistance, pour qu'on résiste. Et je suis resté dans cette ville, et le général John Numbi a atterri le 30 octobre 2008 avec un avion, avec les militaires, pour que nous nous rassurions que nous contrôlions la situation. Et de là est venu l'appel aux négociations
piloté par les Nations Unies à travers Obasanjo et Benjamin Mkapa qui était l'envoyé de l'Union africaine. Et nous sommes allés à Nairobi négocier et nous sommes revenus en 2009. Et en 2009, lorsque le président de l'époque, honoraire aujourd'hui, trouve qu'il n'y a pas de solution, il demande l'arrestation de Laurent Nkunda contre l'entrée des éléments de l'armée rwandaise. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et c'est à cette époque-là que le président de l'Assemblée nationale va se prononcer pour dire qu'il n'était pas informé de l'entrée des forces rwandaises en République démocratique du Congo. Et j'avais dit ici, il en a payé les postes du président de l'Assemblée nationale. Et Laurent Nkunda est arrêté, je crois le 21 janvier, et les forces rwandaises entrent à Goma le 25 janvier. Pendant un mois, elles ressortent le 25 février 2009. Et en mars de cette année, on signe un accord, le gouvernement, avec les M23 pour la paix. Et le M23 est venu de la revendication de la mise en œuvre, de la difficulté de la mise en œuvre de ces accords. C'est-à-dire M comme mars, 23 comme la date. Et tout ça, c'était sous le président devenu honoraire aujourd'hui. Et en 2013, d'abord 2012, la création du M23 dans le format actuel, c'était le 7 avril 2012. Et l'opération Pomme Orange est lancée par le chef d'état-major général de Toumba pour devoir mettre fin au M23. La brigade d'intervention rapide dirigée par le colonel Mamadou à l'époque se déploie à Goma. Le général Baouma arrive pour à la fois être le commandant de la région militaire et le commandant des opérations. Et je suis témoin de la manière dont nous avons conduit les opérations pour mettre fin au M23. Et j'arrive à Tchanzu, c'était le 6 novembre 2013, parce qu'on a mis fin au M23 le 5 novembre 2013. Et donc je vous fais ce tableau-là pour vous montrer comment je connais l'homme et la lutte qu'il a pu faire pour que nous en arrivions là. Maintenant, c'est la raison pour laquelle je me pose la question si c'est la silhouette de la personne ou c'est la personne elle-même. Alors, je réponds à ma question moi-même, parce que lorsque j'ai suivi quand même son discours, je suis arrivé à comprendre qu'il a lui-même annoncé que bientôt il sera à Goma. Donc, si vous me dites qu'il est à Goma, je risque de vous croire, hein, sans être très convaincu, parce qu'on regarde ce que je viens de vous dire. Je risque de vous croire qu'il est à Goma. Mais s'il est à Goma, peut-être c'est une manifestation de ce que le président de la République, Félix Tshisekedi, avait dit, qu'il y a une connivence avec les M23. Beaucoup de gens n'ont pas cru. Maintenant, s'il est à Goma, c'est qu'effectivement ça va donner cette connivence-là. Ce qui est contradictoire avec toute la lutte menée, que je vais d'expliquer. Se retrouver dans les mains des officiers qu'il a radiés des forces armées. Parce qu'il y a une ordonnance, si vous vous rappelez, qui a été prise ici à Kinshasa pour radier tous les Makenga de l'armée par le fait d'avoir pris les armes contre la République. Et je vois cet homme-là qui a radié tous ces gens et se retrouver maintenant être encadré par eux. Sécurisé. C'est quand même contradictoire. Voilà pourquoi j'ai peine à croire qu'il soit là. Mais comme vous affirmez, parce que vous êtes journaliste, peut-être que vous avez les informations, il est là. Et donc, s'il est alors là, ça veut dire qu'il va porter tous les déboires. Et ça, c'est grave. Les massacres de Kishiche, les massacres de Bunagana, les massacres de Tamugenga, les massacres de Kichanga, les massacres de Sake, les massacres de Nyabiondo, tout ça, toutes les tueries de Goma, avec le nombre de morts, 10 000 morts à Goma, à Bukavu, toutes les violations. Et donc vraiment, cette personne-là accepte de porter tous ces chapeaux-là à son actif. C'est ça mon interrogation. C'est pourquoi j'ai dit, je ne sais pas si c'est la personne que je connais. Mais comme vous avez dit qu'il est là, donc je crois qu'il est là. Alors, s'il est donc là, ben je vous prends au mot, s'il est donc là, je demande à la population congolaise vraiment, et particulièrement celle du Nord Kivu, j'en appelle à la mobilisation générale. Ce n'est pas possible que cela soit vrai.
ce n'est pas possible que la personne contre laquelle le président Honoré s'est battu, à savoir Paul Kagame, que ce soit chez lui où il est passé pour entrer dans la ville de Goma. Je peine à vous croire. Donc, j'en appelle à la mobilisation générale. Les enfants de Goma, les enfants de Massissi, les enfants de Nyiragongo, les enfants de Lubero, les enfants de Beni. Ce n'est pas possible. C'est ce qu'on apprend dans les médias. Mais je vais croire lorsque je vais voir les images. Lorsque je vois les images, je vais finalement croire. Mais je sais qu'il y aura beaucoup de questions, mais votre question là, elle va être rappelée plusieurs fois. Mais je suis en train d'écrire ici aussi les 12 points que je peux partager avec vous. 12 questions. Parce qu'il a parlé en 12 questions, je ne sais pas si je vais me rappeler des 12 questions. Alors, comme je continue à douter qu'il soit là, j'ai 12 questions aussi. Parce que quand j'ai suivi là, il a parlé en 12 points. Laissez-moi voir si je peux trouver un exercice de parler aussi en 12 questions. Monsieur le porte-parole. Première question. Est-ce le fils de son père, le président Laurent Désiré Kabila, assassiné en 2001 par la mafia rwandaise, qui est entré à Goma, capitale du Nord Kivu, sous contrôle des mêmes Rwandais? Ça, c'est la première question. Faites parvenir ces questions aux journalistes qui sont à Goma. Deuxième question. Est-ce le fils de Musée qui a relancé le dialogue de Sun City en 2002 et qui a ramené les rebelles près de lui en acceptant la formule 1+4? Amenez cette deuxième question à Goma. Troisième question. Est-ce le fils de Laurent Désiré Kabila qui a affronté et vaincu l'insurrection de Gilles Moutebousi et de Laurent Kunda en 2004 à Bukavu? Quatrième question. Est-ce le fils de Musée qui, à mon avènement à la tête de la province du Nord Kivu, comme premier gouverneur élu, a piloté les opérations contre Laurent Kunda? Cinquième question. Est-ce encore lui qui m'a demandé de résister? Je l'ai dit. Lorsque le 29 octobre 2008, le CNDP était à la porte de Goma. Sixième question. Est-ce le fils de Musée qui, en janvier 2009, a demandé l'arrestation de Laurent Kunda par l'armée rwandaise et accepté l'arrivée de cette même armée au Nord Kivu à travers l'opération Umojawetu, je l'ai dit, du 25 janvier au 25 février 2009, et consécutivement, est-ce le fils de Musée qui avait demandé au président de l'Assemblée nationale de l'époque de démissionner parce qu'il n'était pas informé de l'entrée des troupes rwandaises? Septième question. Est-ce le fils de Musée qui avait demandé à son ministre de signer les accords de paix le 23 mars 2009, lesquels accords sont à l'origine de la création du mouvement M23? Huitième question. Est-ce le fils de Musée qui a ordonné au général Etumba de concevoir l'opération Pomme Orange qui a mis fin au M23 le 5 novembre 2013, d'où mon arrivée le 6 novembre 2013. Neuvième question. Est-ce le fils de Musée qui a radié les officiers M23 de l'armée pour qu'ils se retrouvent aujourd'hui à leur côté pour sa sécurité? Dixième question que vous allez amener à Goma. Est-ce le fils de Musée qui, voulant rester au pouvoir, a inventé le terme glissement, mais finalement a accepté de céder le pouvoir en 2019, ouvrant ainsi le pays à ce qu'on a appelé la passation civilisée, la première alternance? Est-ce que vraiment c'est celui-là qui se retrouve à Goma?
11e et avant-dernière, parce que je vais parler en 12 points aussi, 12 questions. Est-ce le président honoraire qui a été salué à travers le monde pour son sens élevé des meilleurs élèves de la démocratie, malgré son jeune âge et son passé militaire, ce qui pouvait nourrir en lui l'ambition de se comporter comme ses voisins qui ont plus de 30 ans au pouvoir? Et 12, enfin, est-ce que c'est cet homme, jadis considéré comme grand esprit, qui se trouve réellement aux côtés de ces bourreaux d'hier, les bourreaux de la population, qu'il a dirigé pendant 18 ans, avec plus de 5 millions de déplacés et de réfugiés victimes de la barbarie du M23? Est-ce encore lui qui a pleuré le colonel Mamadou? Est-ce encore lui qui a pleuré le général Baouma? Non. Est-ce encore lui qui se souvient qu'il y a eu 10 000 morts à Goma, qu'il y a eu 5 000 morts à Bukavu? Est-ce encore lui? Voilà les 12 questions que je vous prie de ramener à Goma pour voir s'il y est, d'y répondre, et alors je reviendrai pour parler davantage sur ce plateau. Monsieur le ministre, je sais que vous avez des talents d'écriture, je crois que ça fait partie d'un de vos livres, mais ce n'était pas le sujet du jour. On a fait une petite entorse, mais je crois que les questions que vous soulevez sont d'autant plus pertinentes que nous connaissons les testaments de Mzee. Le combat politique de Mzee qui disait « ne jamais trahir le Congo ». Et je ne veux pas répéter ce que Mzee disait à l'époque, que la guerre doit retourner d'où elle est venue. Si c'est par où la guerre est venue qu'on va passer, qu'on s'est remis à la sécurité de l'armée rwandaise et de ceux qu'on a radiés de l'armée, il y a lieu de se poser des questions de contradiction qui existent, mais ce n'est pas l'objet de la discussion de ce soir. On va continuer avec les questions de M. Marlon Kacham. Mbote bandeko lelo na yeli bino sango kitoko sango ya Sendwave. Sendwave ezali nini bandeko na ngai? Pona bandeko nyonso baza na posa ya ko aider famille, ko sunga famille na bamboka ya bapaya ekomi facile na Sendwave. Bakosala yango ndenge nini? Bo télécharger application ya Sendwave bandeko. Okoti kotinda mbongo partout na Afrique, na Congo, ofele esili makambo ya kofuta mbongo ebele pona ba transaction na ba agence kasi lelo avec Sendwave okotinda mbongo pe bakozo yango na chombo le même jour. Deko na ngai pona kosala ezali simple, o télécharger application, o cheba identité na yo, okoti kotinda mbongo facilement. Kasi esilité pona bandeko nyonso bako utiliser code promo na biso Tosha TV bazali na 10 € supplémentaires. Donc soki ou télécharger application tangu ya kotinda na place ya code promo au komi Tosha TV ozali na 10 €. Cela veut dire quoi? Soko tindi 50 bakozwa 60, soko tindi 70 bakozwa 80. Koumela te bandeko kende ko télécharger Sendwave na yo mbala moko osala transaction ya liboso avec Sendwave, transaction facile et rapide.